Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi, avec mes collègues Willy Boutefol et Sonia Thibault, au titre de Primo, de vous accueillir pour ce webinaire. On a choisi cette année de faire un webinaire autour de la vaccination et de la vaccination de l'enfant en particulier. Et donc, j'ai le plaisir de présenter nos trois orateurs. On va commencer par les recommandations vaccinales relatives au pneumocoque chez l'enfant. Donc, ce sera Cécile Janssen qui est très investie dans la vaccination en général et dans Infovac en particulier. Ensuite, on aura le professeur Catherine Veil-Olivier, qui est aussi très investie dans la vaccination et dans Infovac, qui va évoquer les spécificités de la vaccination grippe VRS, un peu même combat. Et enfin, Pierre Baccache, sur une autre thématique que les infections respiratoires, évoquera la vaccination contre le méningocoque. Il y a beaucoup de questions qui se posent par les différents acteurs de la vaccination autour du méningocoque. Et Pierre Baccache, lui, est pédiatre libéral à Saint-Quentin et aussi dans Infovac. Tous les trois ont une vraie expertise. Donc, je vais pas tarder à laisser la parole à Cécile Janssen, donc sur les recommandations vaccinales pneumocoque chez l'enfant. Merci Cécile. Merci beaucoup et bonjour à chacun d'entre vous. Merci. Je vais donc vous parler du pneumocoque et plus particulièrement de la vaccination contre le pneumocoque chez l'enfant. Je voulais évoquer avec vous le fait que on doit bien comprendre pourquoi le pneumocoque est un enjeu majeur de santé publique, pourquoi cette bactérie-là est un peu différente des autres parce qu'elle a une dynamique sérotypique différente. Pourquoi est-ce que on a tout intérêt à vacciner en pensant également à, bien sûr, éviter l'infection, mais pour éviter l'augmentation de la résistance aux antibiotiques? Quelle a été un peu l'histoire de cette vaccination et où nous en sommes aujourd'hui pour pouvoir vraiment comprendre pourquoi nous vaccinons et comment il faut vacciner? Bien entendu, j'évoquerai le futur proche de façon à ce que nous puissions nous préparer au changement. Alors, les prérequis en vaccination du pneumocoque, c'est de comprendre qu'il y a une différence entre un vaccin conjugué à pneumocoque et un vaccin polysaccharidique à pneumocoque. De façon à ce que ce soit clair, les vaccins conjugués vont être les vaccins aujourd'hui Prevnar 13, Prevnar 20, le vaccin conjugué 15 valent, Capvaxive. Le vaccin polysaccharidique à pneumocoque, c'est le vaccin 23 valent. Et donc, ce sont deux structurations, deux façons de faire et de fabriquer un vaccin assez différentes, mais qui, par ces différences, vont induire une réponse immunitaire différente également. Le vaccin conjugué va induire une réponse immunitaire prolongée dans le temps et avec une efficacité dès les premiers mois de vie. Son impact en activant les lymphocytes T et les lymphocytes B mémoire va permettre de maintenir cette immunité dans le temps et d'avoir une réduction du portage nasopharyngé, donc va réduire la transmission interindividuelle, avoir un rôle collectif en termes de herd effect, d'effet troupeau de la vaccination. Le vaccin polysaccharidique, lui, induit une réponse immunitaire qui est plus faible et de plus courte durée, on dit grosso modo 5 ans. Il est peu ou pas efficace chez les enfants de moins de 2 ans, donc on ne l'utilise pas avant 2 ans. Et il n'a pas d'effet du tout sur le portage nasopharyngé, et il n'a pas d'immunité mémoire parce qu'il va activer essentiellement l'immunité humorale avec donc cette explication qui permet de comprendre qu'on n'aura pas d'effet ni prolongé ni sur le portage. Une fois qu'on a vu ça, il faut se rappeler quelle est la particularité du vaccin pneumocoque, parce que vous voyez que ça change. On passe du 13 au 15 valent, au 20 valent, au 21 valent. Donc, sur les vaccins conjugués, on va avoir ici présenté les différents sérotypes qui sont compris dans chacun des vaccins. Et on va donc comprendre que la couverture sérotypique va être un peu l'objet de cette présentation autant que la façon dont on vaccine les enfants. On a donc des différences entre le
15 valents et le 20 valent parce que le 20 valent se voit ajouter 5 sérotypes. Entre le 13 valent et le 15 valent, on voit s'ajouter 2 sérotypes. Et par contre, le 21 valent, qui n'est pas aujourd'hui un vaccin utilisé chez l'enfant, lui a des sérotypes qui sont complètement différemment répartis, puisqu'il n'y a pas les sérotypes du 7 valent dans sa composition, et il y a par contre d'autres sérotypes qui ont été adjoints. On le reverra sur les diapositives au moment où on va discuter des sérotypes. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était le fardeau du pneumocoque, l'épidémiologie du pneumocoque. En fait, c'est une cause qui est la première des causes en termes d'incidence et de mortalité concernant les infections respiratoires basses. Ça, c'est une publication du Lancet de 2024 qui, vous le voyez en violet foncé sur l'histogramme. Vous avez le nombre de cas à gauche et le nombre de décès à droite, et vous voyez, quel que soit l'âge, que le pneumocoque est la principale cause d'infection respiratoire basse dans le monde. Toujours issu de cet article, on voit que ceci est vrai et depuis 90 et jusqu'en 2021. Les données récoltées au niveau mondial s'arrêtaient alors en 2021 pour ce papier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce poids est également important aux deux âges les plus extrêmes de la vie. Quelle que soit l'observation des différents pathogènes, on voit que Streptococcus pneumoniae, avant 5 ans, après 70 ans, c'est la première cause de décès, et avec donc un palmarès malheureusement vraiment très lourd à supporter, et donc on a tout intérêt à ne pas lâcher la pression vaccinale sur ce germe. La pathogénicité du pneumocoque, troisième point, c'est de comprendre que nous ne pourrons pas éliminer le pneumocoque de notre vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vit normalement en bonne intelligence avec les germes de notre oropharynx et on a un portage nasopharyngé qui est très important, surtout d'ailleurs chez l'enfant. Celui-ci va être le réservoir principal pour la transmission, mais aussi pour l'infection. C'est une auto-infection avec des atteintes qui sont les premières atteintes infectieuses, qui sont essentiellement les atteintes de l'enfant. C'est le premier agent bactérien des otites moyennes aiguës. Ensuite, infection respiratoire basse, première cause, donc on vient de le voir. Et puis, on a également des infections invasives à pneumocoque qui touchent, on le verra, plus particulièrement des populations fragilisées, soit par des comorbidités, soit par de l'immunodépression. Alors, si on rentre dans les chiffres français, qui sont les chiffres français que vous pouvez retrouver sur un rapport qui est très bien fait du Centre national de référence des pneumocoques, qui a été publié sur les données 2025, là, récemment en 2026, vous pouvez la voir directement sur Internet, eh bien, on voit d'abord les méningites à pneumocoque, et vous pouvez voir ici la répartition géographique des 429 cas de méningite qui ont été étudiés en 2024. Ce sont des cas qui sont renvoyés, donc les LCR sont renvoyés par les observatoires régionaux du pneumocoque. Il y en a 23 sur le territoire français et c'est envoyé au Centre national de référence qui va en plus les sérotyper et analyser leur résistance. Quand on s'intéresse là essentiellement à la répartition sérotypique de ces souches invasives, eh bien on peut voir ici présenté que les souches se répartissent différemment en fonction du sérotype. Donc vous voyez là, on est en train d'observer chez tous les enfants de moins de 18 ans la répartition globale des sérotypes par année. Donc 2021, 2022, 2023, 2024, on peut observer par sérotype leur évolution. Et on voit par exemple qu'en 2024, il y avait plus de 19F que l'année précédente. Le 19A également était remonté, ainsi que le 22F. On voit qu'il y a le
9N, le 15A et le 24F qui sont également augmentés avec un 24F qui reste très haut. Alors on va revenir parce qu'en fonction des âges, c'est un peu différent. Et c'est vraiment intéressant puisque forcément, ça permet de comprendre pourquoi on choisit chaque vaccin. Mais vous pouvez là observer la raison pour laquelle petit à petit on augmente les valences dans chaque vaccin pour mieux couvrir les sérotypes circulants. Cette formulation-là vient par âge, cette fois-ci, donc de 0 à 23 mois, de 24 à 59 mois, de 5 à 17 ans, et puis ensuite chez l'adulte de 18 à 64 ans et pour les plus de 64 ans, nous montrer quelle est la couverture sérotypique par les vaccins. Donc vous voyez en le violet le 13 valent qui en 2001 couvrait très bien les tout petits, et on voit qu'il y a ce qu'on appelle un glissement sérotypique, et aujourd'hui le 13 valent n'a plus une couverture aussi satisfaisante, et on voit qu'on a besoin d'aller vers le 15, le 20 valent, et chez le petit, nous n'utilisons pas le 21. On voit bien que la couverture sérotypique est vraiment indispensable de trouver le meilleur moyen de couvrir les sérotypes qui circulent. Là, on était sur les méningites. Concernant, comme je vous l'ai dit, les différences en fonction de l'âge, là, c'est chez l'enfant de 5 à 17 ans. On voit que les sérotypes, et je ne le dis pas au hasard, les sérotypes 3 et les sérotypes 8 sont bien présents, avec une présence majoritaire du 8, du 24F et du 23B. On voit également ici la répartition de la résistance, cette fois-ci proposée avec un autre format. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse aux bêta-lactamines qui nous permettent de traiter les pneumocoques. On traite avec de l'amox pour des bactériémies ou des pneumonies. On va traiter avec du céphotax pour les méningites. Et donc, on s'intéresse à l'évolution de la résistance pour s'assurer que on n'a pas d'augmentation de résistance. Et malheureusement, on voit que le 19F qui est bien présent, on voit que le 24F qui est bien présent, ce sont des pneumocoques qui sont également très résistants à l'amoxicilline, mais aussi à la céphotaxine. On est donc très vigilant et on reste sur cette surveillance annuelle qui nous permet d'être réactif en termes d'adaptation de traitement. Pour l'instant, on ne change pas parce qu'on arrive encore à traiter nos patients comme il se doit avec les données de résistance, mais on reste très vigilant. La répartition cette fois-ci sur les hémocultures de la couverture sérotypique par les vaccins est un peu différente par rapport aux méningites, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que chez les adultes, là, on en a beaucoup plus. Chez les enfants, ça reste toujours les moins de 2 ans qui portent le fardeau le plus lourd. Et on voit qu'il nous a fallu glisser du 13 vers doucement le 20 valent pour pouvoir avoir une meilleure couverture sérotypique. Alors, toujours pour rester sur la résistance et de façon à ce que vous soyez au clair quant à la résistance globale par rapport à l'Europe, je vous ai montré cette carte de 2024 qui vous dit que le pneumocoque était très élevé là en 2024. J'ai envie de vous rassurer, je sors d'une réunion où j'étais hier avec la directrice du Centre national de référence et les confrères des différents observatoires régionaux du pneumocoque. On a fait la synthèse pour 2025, c'est en train de redescendre un peu. Donc on est passé, on est passé en dessous de 30%. À droite, vous avez les mêmes graphes que tout à l'heure, mais où on va observer là le 10A et le 11A avec beaucoup d'attention parce que on les voit, ils sont résistants. Et vous voyez sur le 11A une CMI à 8 pour certaines souches à la pénicilline. Donc on est vraiment très attentif et très, on adapterait si besoin en voyant bien entendu une possible résistance, on adapterait les schémas vaccinaux et surtout les schémas thérapeutiques.
La notion d'évolution, vous l'avez beaucoup vu, hein, de la sensibilité diminuée à la pénicilline avec ce schéma qui a été le schéma qui a finalement démontré le succès de deux choses. D'abord, le plan antibiotique avec les antibiotiques, ce n'est pas automatique, qui permettait à la population de bien comprendre que ça ne servait à rien de demander systématiquement des antibiotiques et qui a permis aussi de déclencher le réflexe prélèvement pour des tests rapides afin de s'assurer, par exemple, sur les angines qu'on n'avait pas besoin d'aller mettre une antibiothérapie. Puis après, avec l'arrivée du 7 valent, on a vu décliner le nombre de pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline, avec une diminution de la circulation de la bactérie. Et puis, avec le 13 valent, on a continué à avoir cette diminution. Par contre, quelque chose se passe là depuis quelques temps, avec une remontée douce mais certaine, et on peut le comprendre puisqu'on voit que les sérotypes ne sont pas parfaitement couverts. Pourtant, l'OMS rappelle dans son rapport de 2024 que les vaccins sont un outil essentiel dans le cadre de la réponse globale pour réduire la résistance aux antibiotiques. Pardon pour la faute. Pourquoi ? En fait, ce qu'il démontre, c'est qu'avec des données médico-économiques et des données de suivi d'efficience, une meilleure utilisation des vaccins, non pas uniquement vis-à-vis du pneumocoque, mais vis-à-vis de 23 pathogènes, pourrait permettre de réduire l'utilisation d'antibiotiques de 2,5 milliards de doses par an dans le monde entier, soit 22% de l'utilisation actuelle des antibiotiques. Et bien sûr, à l'échelle mondiale, ça réduirait le coût hospitalier lié à la résistance des agents pathogènes qui représente 730 milliards d'US dollars par an, soit un tiers des coûts associés à la résistance aux antibiotiques. Là, ce sont les données de résistance qui concernent, au-delà des bêta-lactamines, la résistance aux macrolides, hein, et on voit que chez l'enfant, on passe de 36% à 39% dans le rapport 2023. On continue malheureusement à être dans des chiffres à peu près similaires. Et en dessous, vous avez ces données qui sont les données du rapport OMS que je vous ai présenté dans la slide précédente et qui vous disent que vous pouvez éviter des décès liés aux résistances. Dans l'année 2019, c'était 119 000 décès pour cette année liés à la résistance antibiotique si on avait vacciné comme il faut selon les recommandations 90% des enfants et des personnes ciblées qui avaient pour éviter les infections respiratoires basses. De même, à droite, vous voyez l'impact cette fois-ci en DDD, en nombre de doses jour d'antibiothérapie. Et donc, c'est vraiment énorme. Si on suit les recommandations, on va se retrouver avec des économies en termes, bien sûr, de diminution de résistance, mais aussi en termes d'utilisation financière pour la santé que l'on peut reporter sur d'autres actions. Donc là, en fait, les données que vous voyez là, vous avez les données financières à gauche et pour le monde. Mais pour la France, très récemment, sur les recommandations, il y avait une synthèse de toutes les données médico-économiques qui permettait d'économiser en vaccinant avec le nouveau schéma vaccinal 6 millions d'euros sur les hospitalisations et presque 8 millions d'euros sur les séquelles en lien post-aigu avec une infection invasive à pneumocoque. Donc, je vous le redis, ces données sont différentes en termes de sérotypes en fonction de l'âge. Je vais passer un petit peu vite sur ces sérotypes, mais je pense que vous aurez l'accès au diaporama, je l'espère. Et on le voit là, ces répartitions font que l'adulte et l'enfant vont avoir des vaccinations qui seront différentes. Vous avez ici la schématisation de ce que permet de couvrir d'un point de vue sérotypique les vaccins. Et pour se centrer sur l'enfant, on voit que pour chaque âge, on va avoir une couverture un peu différente sur les sérotypes circulants. Les recommandations vaccinales, pour finir, sont schématisées sur la carte du calendrier vaccinal que vous avez et que vous pouvez obtenir chaque année en avril, avec pour les enfants dans l'encadré bleu les vaccins obligatoires dont font partie le vaccin pneumocoque. Si on reprend les recommandations vaccinales pédiatriques de façon très pratique, pour le pneumocoque, chez le nourrisson âgé de 2 à 6 mois, on fait une dose à 2 mois, une dose à 4 mois, une dose à 11 mois. Les 2 premières doses permettant de faire une primo-vaccination, la dernière dose, un rappel. Vous avez une dose de vaccin
si vous avez un enfant de 7 à 11 mois non vacciné, donc pour le rattrapage, vous faites une dose immédiatement, puis 2 mois plus tard, puis un rappel au moins 2 mois après la dernière dose de primo-vaccination, et si possible 4 à 6 mois après. Ce qui est dit, c'est 1 an après la dose numéro 2. Pour le nourrisson âgé de 12 à 23 mois révolus, non vacciné, alors on va faire 2 doses à au moins 2 mois d'intervalle dès qu'on le voit, et puis au moins 2 mois à 6 mois après. Pour le prématuré et le nourrisson à risque élevé d'infection invasive à pneumocoque, on reviendra sur cette définition, on fait 3 doses à 1 mois d'intervalle, puis un rappel à l'âge de 11 mois. Chez l'enfant de 2 à moins de 5 ans qui a un risque élevé d'infection invasive à pneumocoque, on va lui faire, s'il a été antérieurement vacciné, puisqu'il avait pendant cette période des moins de 2 ans, potentiellement, on l'espère, été vacciné pneumocoque, eh bien, on lui fait une dose de PPV23 au moins 2 mois après la précédente dose de vaccin conjugué. Et chez l'enfant non vacciné antérieurement par vaccin conjugué, à ce moment-là, on va lui faire 2 doses de Prévenard ou de Vaxneuvance à 2 mois d'intervalle, suivi d'une dose de PPV23 au moins 2 mois après la précédente. Chez l'enfant de 5 à 17 ans, non vacciné antérieurement, on lui fait une dose de vaccin conjugué et au moins 2 mois après une dose de 23 valents. Chez l'enfant déjà vacciné antérieurement, s'il a été vacciné avec la séquence vaccin conjugué PPV23, on lui fait une dose au moins 5 ans après la précédente injection, sinon on a un risque d'hyporéponse. Et même si la vaccination antérieure remonte à plus d'1 an, on va lui faire, s'il n'a reçu que le PPV23, un vaccin conjugué d'une dose, puis une dose PPV23 au moins 5 ans après le précédent PPV23. Ça reprend exactement ce que je viens de dire avec un schéma entre guillemets simplifié et plus visuel. Qu'est-ce que c'est que les enfants à risque élevé de contracter une infection à pneumocoque? Ce sont tous les patients immunodéprimés, les aspléniques, les enfants avec un déficit humain héréditaire, les patients avec un VIH, les enfants avec une tumeur solide ou une hémopathie maligne, les enfants transplantés ou greffés de cellules souches, les enfants sous immunosuppresseurs, sous biothérapie, sous corticothérapie. Ou les enfants avec une maladie sous-jacente, cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, emphysème, asthme sévère, insuffisance rénale sévère, hépatopathie chronique, non pas alcoolique, mais on peut en voir chez l'adolescent, les diabètes, les syndromes néphrotiques et les enfants avec une brèche ostéoméningée, un implant cochléaire, ou ceux qui sont potentiellement élus pour un implant cochléaire à venir. Le niveau de couverture vaccinale est très satisfaisant pour le tout petit, on peut encore mieux faire, donc il faut continuer nos efforts. On a dépassé le seuil des 80% à franchir, il faut continuer. Pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde s'y mette et donc il faut simplifier l'accès pour le patient, pour les parents. Par exemple, moi j'habite et je travaille en Haute-Savoie, on sait très bien que des enfants arrivent à l'hôpital non vaccinés parce qu'il y a des zones de désert, même dans cette région qui est plutôt riche, eh bien il y a une invisibilité de certaines précarités et les déserts médicaux existent et certains enfants qui ont passé la période de vaccination ne sont pas du tout vaccinés parce qu'ils ne voient pas de médecin. Tout le monde peut le faire. Vous vous rappelez qu'il y a une extension des compétences vaccinales. Donc, travaillez avec également nos infirmières. Ça, c'était une publication faite par des infirmières qui montre, regardez en bas à gauche, la couverture vaccinale pneumococcique avant l'intervention de l'infirmière, après l'intervention de l'infirmière, 39% passé à 79%. Pour y parvenir, il faut que les infirmières soient confortables, travaillent avec nous et puissent être formées pour que dès 11 ans, elles puissent vacciner les enfants qui n'auront pas été vaccinés et qui le nécessitent, qui ont eu un risque d'infection invasive à pneumocoque. Nos pharmaciens, c'est pareil, dès 11 ans peuvent vacciner. Ça, c'est l'Union régionale des professionnels de santé qui montre que plus ça va, plus ils vaccinent. Mais il y a encore beaucoup de travail, donc ne pas hésiter pour les enfants dès 11 ans de travailler avec nos partenaires pharmaciens.
Je voulais finir avec cette diapositive qui vous parle de quelque chose qui n'est pas encore actuel, qui n'est pas encore acté. Ce sont les recommandations pour lesquelles il y a eu une consultation publique, une révision de la stratégie vaccinale contre le pneumocoque par la Haute Autorité de Santé, et qui, pour l'enfant, le nourrisson et l'enfant à risque, proposerait une vaccination par le 20 valent. Donc là, le travail est en cours. Ils sont en train de revoir les consultations, les réponses à la consultation publique, et on espère, d'ici fin décembre 2026, avoir des données qui nous permettront de dire ou pas que l'on change la vaccination. Mais vous l'avez vu, la couverture sérotypique est capitale et aujourd'hui, elle est encore un peu fragile. Bon, si vous avez bien compris dans la proposition de la HAS, un schéma 3+1 est recommandé 2, 4, 6, 11 mois. Pourquoi ne pas proposer un schéma 2, 3, 4, 11 mois? C'était une vaccin Infovac. Non, on sait que les données d'immunogénicité disponibles montrent que le schéma 2, 3, 4, 11 mois induit des réponses nettement inférieures aux 2, 4, 6, 11 mois. Et c'est également moins favorable qu'un 3, 5, 11 mois qui pourrait être une des solutions proposées ultérieurement. Je vous dis tout ça parce qu'il faut se préparer à ces changements en les comprenant. C'est des questions d'immunogénicité et de performance pour être plus efficace. Dites-vous également qu'on verra probablement de nouveaux vaccins. Le 24 et le 31 sont des vaccins que vous pouvez retrouver dans un des bulletins Infovac sur le pneumocoque assez récent, qui dit bien que le 25 valent pourrait être une des solutions pour encore améliorer la couverture sérotypique et peut-être améliorer, vous vous rappelez, je vous ai parlé du sérotype 3, c'est un mauvais élève, on a du mal à être efficace sur lui, donc peut-être que ça va être une des solutions. Et puis peut-être également que le 31 valent pourra nous permettre ultérieurement de trouver une solution si jamais il y avait un glissement sérotypique ou si on avait besoin de couvrir des sérotypes qui apparaissent et qui sont plus prévalents. Vaccinez sans manquer d'opportunités. Ne pensez pas que d'autres le feront à votre place. Si jamais vous avez des gens à former et à informer, faites-le. N'hésitez pas, parlez-leur des dernières recommandations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. C'était très clair. Tu as bien insisté aussi sur les bénéfices adjacents liés à la vaccination contre le pneumocoque, notamment tout ce qui est antibiorésistance. Moi, alors, je sais pas s'il y a des questions sur le chat, je vais laisser Willy rebondir. Moi, j'avais quand même une question que tu as en fait abordée dans ton avant-dernière slide, c'est que ce qui nous brûle les lèvres, c'est pourquoi il n'y a pas le vaccin à 21, à 21 sérotypes qui permet de couvrir notamment le 24. Est-ce qu'il y a des essais en population pédiatrique en cours? Et si Oui. oui, alors tu as montré là sur ta diapositive, dans quel délai à peu près on peut espérer que le 24F et voire le 3 soient couverts au travers d'une vaccination générale en France ou en Europe. Alors, je saurais malheureusement pas répondre formellement puisque des essais sont en cours chez l'enfant, oui. À ma connaissance, les premières données sont pas excellentes en termes d'immunogénicité pour cette population-là. C'est toujours une histoire de façon d'avoir fabriqué le vaccin. Et puis ensuite, on a probablement d'abord à être patient et puis à observer ce que va donner le vaccin dont je viens de vous Oui, parler, qui pourra être une autre solution si jamais le 21 valent ne marche pas. Mais il faut être patient parce que voilà, la science, ça prend du temps. bien sûr. On n'a pas encore de date de sortie de données sur des essais en cours. Ok. Willy, je sais pas s'il y a des questions sur le chat. Il n'y a pas de questions sur le chat. J'en profite juste, alors on sort du contexte pédiatrique, mais les opportunités vaccinales au niveau du pneumocoque méritent aussi une attention particulière chez les plus de 65 ans. C'était juste l'occasion de rappeler que normalement maintenant tous les adultes de plus de 65 ans étaient éligibles. Et donc ne pas rater non plus une opportunité comme ça. En ville, on sait qu'on a encore des couvertures vaccinales qui sont perfectibles sur le sujet. Donc que le doute profite à la vaccination si on n'a pas la trace d'un éventuel vaccin, hein, ne pas se dire qu'on prend un risque quelconque à revacciner ces patients éligibles. Et j'avais éventuellement une question là aussi sur l'autre extrême de la vie, donc plutôt sur les résidents en collectivité. On pourrait imaginer en fait, qu'il y ait une immunité de groupe avec des couvertures vaccinales assez élevées dans cette population, qui puisse éventuellement donc euh, limiter l'incidence des infections à pneumocoque, ce qui n'est pas forcément initialement le but recherché, j'ai bien compris sur cette vaccination. Mais si avec là les nouvelles recommandations, notamment chez les plus de 65 ans, et notamment en EHPAD, on avait des taux de couverture importants,
on pourrait attendre donc une immunité de groupe, a priori, étant donné l'action sur le portage pharyngé. Alors malheureusement, c'est oui et c'est non parce qu'en fait, nos petits ne portent pas les mêmes sérotypes que les plus âgés et comme vous l'avez vu, la colonisation oropharyngée est bien plus importante chez le petit, que chez l'adulte. Donc on est sur, des populations qu'il va falloir vacciner de façon, différenciée. D'ailleurs, c'est déjà le cas puisque vous l'avez vu, on ne va pas utiliser les mêmes vaccins. Mais malheureusement, c'est une lutte qui doit être globale, mais par population. Alors, on a eu l'impact de la vaccination du petit chez le plus âgé, qui gardait son petit enfant, ou voilà. Mais par contre, on voit que cet impact-là, il est plus du tout aussi marqué, et donc il faut bien vacciner les deux populations. C'est vraiment très important. D'où l'importance de bien continuer à suivre donc l'évolution sérotypique dans toutes les tranches Ouais. d'âge. Et je me permets juste pour conclure sur ce que disait Willy, dites-vous bien aussi une chose, c'est que quand Willy dit il n'y a pas une bonne couverture vaccinale, on est sur des couvertures vaccinales qui avoisinent les 13%, hein. Donc on a 87% de la population à vacciner. Donc il ne faut pas hésiter quand vous n'avez pas de traçabilité vaccinale à vacciner et ensuite à tracer pour qu'on n'ait plus ces problématiques de couverture. Eh ben, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, merci encore Cécile de ta disponibilité. Je vais du coup donner la parole au professeur Catherine Veil-Olivier qui va parler de la grippe et du VRS. Je vous laisse la parole, Catherine. Alors bonjour à tous, j'ai été chargée de vous présenter les actualités sur grippe et VRS. Et ma question est, s'agit-il du même combat? Alors je dirais d'abord deux choses. La première, c'est que les virus précèdent les maladies bactériennes dont vous avez entendu parler pour le pneumocoque et dont vous allez entendre parler pour le méningocoque. Ça, c'est une première notion très importante qui devrait inciter à la deuxième chose que je souhaite vous dire, c'est qu'il existe à l'heure actuelle des moyens de prévention et qui, même quand ils sont imparfaits, méritent d'être utilisés. Vous avez mes liens d'intérêt ici. Je commence par le VRS et ses conséquences et bien entendu, je vais cibler sur les très jeunes enfants, mais aussi sur les adultes. Et là encore, je dirais que les virus, c'est une affaire de famille. Et quand vous pensez enfant, demandez-vous si les frères et sœurs ont quelque chose, si les parents aussi, ou si les grands-parents ou toute personne proche. Donc le VRS, c'est un virus ubiquitaire très contagieux. Et comme vous le voyez, le nombre de reproductions est au moins 2 à 3 fois plus élevé que celui de la grippe, puisqu'il est évalué à 4,5. Il est transmis par des gouttelettes respiratoires et c'est donc le mode principal de transmission avec une transmission directe de personne à personne, ce qui vous explique la contagion familiale, soit par des gouttelettes, des toux et des éternuements, mais aussi par une transmission indirecte via les objets, et je pense aux crèches en particulier, qui doivent nettoyer leur surface et les jouets qui se passent d'enfant à enfant. Virus très contagieux pendant 3 à 8 jours et qui débute 1 à 2 jours avant les symptômes. Enfin, l'infection est bien entendu acquise souvent en dehors de la maison, comme vous le voyez ici, crèche, nourrice, milieu scolaire. Elle est transmise à l'intérieur de la famille. Ce sont souvent les frères et sœurs, soit ce qu'on appelle les trotteurs, qui sont des nourrissons qui marchent déjà, soit des enfants qui sont à la maternelle et qui contaminent le reste de la famille, dont les enfants très jeunes, qui sont les plus vulnérables. En réalité, il y a une notion fondamentale, et je souhaite vraiment que vous compreniez que le VRS va concerner tous les âges de la vie, et comme le pneumocoque, les deux extrêmes de la vie, essentiellement le nouveau-né et le très jeune enfant, mais aussi à l'autre extrême de la vie avec les adultes seniors. Et ceci est lié à une chose bien précise, c'est une immunité après infection qui est de courte durée, de quelques mois, qui fait que un adulte se dit bien portant, mais il aura un rhume et c'est peut-être du VRS. Et tout ceci peut l'amener à avoir plusieurs infections, peut-être pas au cours de l'hiver, mais en tout cas des hivers successifs. Donc les deux sources sont fondamentales et je vais commencer par les enfants de moins de 2 ans. Pratiquement tous les enfants avant l'âge de 2 ans auront été affectés par le VRS. Et si je résume ici ce que ça peut donner, prenez 100 enfants dans les 2 premières années de la vie qui ont une infection à VRS. 1 sur 10 aura une atteinte respiratoire basse due au VRS. Sur ces 100 enfants,
un enfant sur 100 sera hospitalisé, c'est un chiffre conservateur, ça peut être 1 à 2%. Et enfin, de l'ordre de 1 sur 1000, ici, arrivera en soins intensifs. Mais ce qui est fondamental à retenir, c'est que pour ces hospitalisations et ces soins intensifs, il s'agit beaucoup, voire essentiellement, d'enfants bien portants, même si sont reconnus la notion de prématurité, comme vous le voyez à gauche, ou la notion de facteurs de risque associés, je pense à des cardiopathies, à une dysplasie bronchopulmonaire et ce genre de pathologie. Mais retenez quand même que essentiellement, ce sont des enfants sains, parce que ça a beaucoup contribué à l'acceptation par nos autorités de santé des méthodes de prévention dont on dispose. Alors voici les facteurs de risque de sévérité et le risque multiplié d'hospitalisation pour différentes situations, trisomie 21, mucoviscidose, maladie neuromusculaire, immunosuppression et bien entendu prématurité avec ses conséquences pulmonaires. Donc rien de très nouveau là. Maintenant, si je vous résume l'éventail de la pathologie liée au VRS, c'est vrai que dans votre expérience quotidienne, vous risquez de voir essentiellement des formes modérées qui se traduisent par de la toux, une bronchite, mais une otite moyenne aiguë qui précède l'infection à pneumocoque et qui est une source de prescription d'antibiotiques. 1 à 2% seront des formes sévères, comme je vous l'ai dit, bronchiolite, pneumonie, et là, il est parfois nécessaire de prescrire des antibiotiques, mais c'est source d'hospitalisation et de soins intensifs. Enfin, il faut bien penser que le VRS laisse des traces après une infection avec des conséquences ultérieures. Et dans les 3 mois qui suivent, un tiers des enfants sont réhospitalisés, des soins médicaux. Et enfin, le dernier élément est l'hyperréactivité bronchique. Et cet élément sur lequel je n'insiste pas, mais qui est très bien démontré avec une diapositive que j'emprunte à Robert Cohen, ce lien démontré entre d'abord l'infection virale en rouge, suivi du risque d'infection à pneumocoque en bleu. Et donc vous voyez que la chronologie ici, qui est schématisée, presque modélisée, est une réalité pratique de votre quotidien. J'insiste aussi sur les conséquences à long terme parce qu'elles ne sont pas forcément connues. Vous avez tous entendu parler des sifflements récurrents. Vous avez peut-être moins entendu parler des conséquences de l'infection AVRS et de l'asthme. C'est un lien qui repose sur des critères qui sont peut-être pas aussi absolus qu'une étude randomisée, mais ce sont des études observationnelles multiples. Et on admet au jour d'aujourd'hui que l'asthme est donc bien entendu un état multifactoriel, mais le VRS est l'un des facteurs, sans qu'on puisse vraiment démontrer que c'est un lien causal à ce jour. Donc ici, j'insiste sur les dimensions de santé publique, et dont peut-être à titre individuel, on n'est pas conscient, mais tant qu'on cumule toutes les hospitalisations, consultations, prescriptions, revisites, on voit que ça a un coût énorme des infections, et c'est lié aux visites en ambulatoire fréquentes, à l'hospitalisation, à l'admission en soins intensifs, à la ventilation mécanique, et je crois qu'on ne tient pas compte dans nos conditions de santé publique de la qualité de vie de l'enfant et de sa famille, et que l'absentéisme fait partie d'une autre ligne budgétaire, mais je crois que c'est très dommage de ne pas prendre ça en considération. Les conséquences à long terme, j'en ai dit un mot. Et donc sur la droite, vous voyez l'usage substantiel des ressources de santé et la charge économique pour les dépenses de santé. Donc je peux considérer que nos autorités de santé étaient extrêmement conscientes de cette dimension globale, ce qui a beaucoup contribué à l'acceptation très rapide, dès que nous avons pu, des mesures de prévention. Taux d'hospitalisation du VRS, une chose fondamentale à retenir, 50% avant 3 mois, 70% avant 6 mois. C'est une pathologie du tout petit. Mais néanmoins, et pour vous expliquer les notions dites de rattrapage qu'on a faites sur les dernières saisons en accord avec les autorités de santé, c'est qu'en réalité, si vous voyez en bleu foncé la période de circulation aiguë du VRS et bien entendu source d'hospitalisation, si l'on fait le compte de tous ces enfants avec une étude française très solide qui remonte à quelques années, vous voyez qu'avant, enfin, des enfants qui ont dépassé l'âge de 6 mois et qui sont nés dès avril ont un risque croissant d'hospitalisation parce qu'ils n'ont pas une immunité durable et ils sont encore source d'hospitalisation. Donc, ceci vous explique très clairement les raisons pour lesquelles on a des mesures de rattrapage qui sont à proposer. 2 stratégies spécifiques ont été mises en place. L'immunisation active des femmes enceintes,
mais vous verrez que je dis un mot aussi ultérieurement des adultes de 65 ans et plus, avec des vaccins disponibles pour la femme enceinte uniquement à Brisevaux. Pour les adultes, nous disposons de 3 vaccins à Brisevaux, Arexvy, MRXVIA. Et enfin, l'immunisation passive, qui est l'administration directe aux nourrissons d'un anticorps monoclonal chez les très jeunes nourrissons et chez les nourrissons en rattrapage. Et les anticorps monoclonaux qui sont disponibles sont ou ont été le palivizumab, Synagis, qui à mon avis va disparaître, le nirsevimab, qui a été en cours pendant les 3 dernières saisons, et je pense que nous aurons très rapidement le clestrovimab, qui maintenant est commercialisé sous le nom d'Enflansia. Donc, je vais essentiellement vous dire pourquoi on a pu adopter ces mesures de prévention et elles sont arrivées au bon moment. Souvenez-vous de l'épidémie de 22-23 qui a été cataclysmique pour une triple épidémie avec Covid, grippe et VRS, où tous nos systèmes de santé étaient saturés et il fallait absolument faire quelque chose. Donc, il se trouve que dans la période précédente de 20 à 30 dernières années, on a énormément évolué sur la connaissance de la structure du VRS, qui est un peu similaire à celle de la grippe. Vous voyez finalement que là aussi, on s'intéresse à 2 glycoprotéines de surface, la G et la F. Mais en réalité, c'est essentiellement la F sur laquelle se focalisent ou se sont focalisés tous les efforts, et avec 2 possibilités de présentation. Autant la post-F n'est pas très intéressante, et c'était la source d'un premier vaccin des années 60 qui en plus était inactivé avec de la formaldéhyde et qui ça s'est très mal passé. Et donc pendant plusieurs décennies, on a abandonné le projet. Mais à partir du moment où on a connu cette forme préfusion F et particulièrement toutes les régions épitopiques dans lesquelles on a pu identifier différents stades que vous voyez ici, dont le stade 0 pour le nirsevimab et un stade plus tardif pour le clesrovimab, on a gagné le terrain et on a gagné la partie. Donc la prévention du VRS du très jeune enfant, c'est quand et comment. Les indications depuis le début sont tous les enfants âgés de moins de 1 an dans leur première saison de VRS et pour la deuxième saison de VRS, les enfants à très haut risque. Quand faut-il informer? Pendant la grossesse, parce que nos autorités de santé sont parfaitement équitables et elles souhaitent que les parents, et la mère en particulier, aient des informations et puissent choisir la formule de prévention qu'elles souhaitent, soit le vaccin pendant la grossesse, soit l'anticorps monoclonal dès la naissance. Qui administre? À la maternité, sage-femme, médecin, en ville, médecin, infirmière. Qui reçoit quoi? La femme enceinte, qui n'a antérieurement jamais reçu de vaccin VRS, reçoit donc l'Abrysvo avec une fenêtre de tir qui est très étroite, 32-36 semaines inclus d'aménorrhée, et ceci pour des raisons initiales de doute sur la sécurité qui, à mon avis, vont être complètement levées. Pour l'anticorps monoclonal, c'est le nouveau-né, de préférence à la maternité, ou le jeune nourrisson après un achat en pharmacie. La co-administration pendant la grossesse est possible avec les vaccins grippe et Covid, mais demande 15 jours d'intervalle avec un vaccin de type Rebevax ou Boostrix Tetra. Enfin, dernière question, c'est quand le médecin ou l'infirmière peuvent administrer. En début et en fin, les 2 éléments sont décidés par nos autorités de santé sur les données de circulation du VRS et du début épidémique. Et de la même façon, en fin épidémie, c'est uniquement selon l'accord des autorités de santé. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que l'un fait mieux que l'autre? Ceci sont les données françaises. Je vous rappelle que c'était administré entre 32 et 36 semaines. Ce sont les données qui viennent d'Epiphar, qui sont assez remarquables sur un collectif de plus de 40 000 femmes et qui touchent la dernière saison. Et vous voyez qu'il y a des éléments en faveur du nirsevimab, qui est manifestement très efficace. Si je regarde maintenant d'autres données françaises qui ont essayé de segmenter pour voir les femmes enceintes qui ont reçu dans la fenêtre de tir 32-36 ou celles qui ont pu le recevoir à 32 en ayant accouché à 40, donc on arrive à stratifier les choses
Et l'idée française, mais aussi générale, est que quand on accouche 2 à 4 semaines avant la grossesse, avant, pardon, l'administration du vaccin, on perd en efficacité. Plus on augmente le nombre de semaines depuis l'administration, et plus l'efficacité devient bonne. Et enfin, quand on atteint 8 semaines, on a une équivalence entre le nirsevimab et le vaccin maternel. Alors, quel bénéfice de la prévention? Parce que je pense qu'on ne rend pas assez aux médecins en temps réel, voire hebdomadaire, un, où ils en sont de la prévention, et deux, ce que ça a donné. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qui doit être amélioré. Et je vous ai repris ici les données de la dernière saison, avec les saisons qui courent de 2015-16 à la dernière saison. En grisé, ce sont les premières saisons où vous voyez la difficulté aussi bien pour les patients ambulatoires que pour les passages aux urgences, que l'hospitalisation avec passage aux urgences, que les soins intensifs après passage aux urgences. En rouge, vous avez la dernière saison. Et en bleu clair ici, vous avez cette saison dramatique d'un rebond des maladies infectieuses et qui a entraîné la décision des autorités de santé. Et donc je crois que ce sont des éléments à suivre, fondamentaux, qui nous permettent de prendre des décisions de santé publique qui sont adaptées pour notre pays. Mais j'insiste sur le fait que nous n'avons pas été exceptionnels dans le domaine et que pratiquement tous les pays ayant introduit la stratégie de prévention, que ce soit avec le vaccin, que ce soit avec le produit monoclonal anticorps monoclonal, ont montré les mêmes qualités d'efficacité. Donc vraiment, je ne peux que vous euh, entraîner à administrer cette prévention, soit par vaccin, soit par anticorps monoclonal. C'est un succès formidable. Et c'est ce que j'appelle une stratégie gagnant-gagnant. Les premiers gagnants sont les nouveau-nés et les nourrissons, mais aussi leurs familles et donc la société. Bien entendu, ce sont tous les professionnels de santé et par voie de conséquence les autorités de santé, puisque ça les valorise d'avoir pris une bonne décision, et donc aussi les politiques et les payeurs. Donc vous voyez que chacun de ces échelons a bénéficié de cette politique et en tout, c'est notre santé publique qui a gagné sur tous les terrains. Donc pour insister sur ce besoin fort de santé publique, un, c'est un bénéfice individuel et c'est ce qu'on cherche. Deux, c'est un impact collectif sur la famille, qualité de vie et les garderies d'enfants. Trois, c'est un bénéfice de santé publique, une diminution de tous les coûts, une prévention de la surcharge de soins, une diminution des coûts médicaux indirects et éventuellement, ce qui est nettement moins démontré chez les nourrissons, une diminution de la transmission. Ma conclusion chez l'enfant, c'est que ces infections à VRS représentaient une charge annuelle considérable, notamment chez les moins de 6 mois, et a fortiori chez ceux ayant un ou des facteurs de risque. Les conséquences indirectes au sein des familles que vous avez dû vivre au quotidien et des services de soins aussi sont extrêmement élevées. Les données épidémiologiques sont en faveur des mesures de prévention actuelles partout. Parler des mesures de prévention lors de la grossesse devient absolument essentiel pour préparer les familles à accepter. Après 3 saisons de prévention, nous n'avons aucune arrière-pensée sur la tolérance en France comme ailleurs et l'efficacité en vie réelle continue de démontrer l'impact positif en termes de santé publique. Donc finalement, tous les professionnels de santé ont un rôle d'écoute, d'information et contribuent très positivement à cette prévention et je trouve ça formidable. Dernier élément, pour gagner sur tous les terrains, il faut avoir une vigilance armée vis-à-vis de la virologie fine du VRS, donc le génome, et c'est nécessaire à chaque saison. Alors le VRS chez l'adulte, vous en entendrez parler, et malheureusement, nous sommes pour l'instant bloqués, bien qu'il y ait 3 vaccins disponibles, recommandés aux adultes de 75 ans et plus bien portants, ou 65 ans et plus avec facteur de risque cardio-respiratoire, avec une seule dose. Et pour les données dont on dispose, il est vraisemblable que la durée de protection est d'au moins 2 ans. Mais ça n'est pas remboursé à ce jour. Et mon credo sur lequel j'insiste, parce que comme vous le voyez, Santé publique France ne publie aucune donnée chez l'adulte, c'est que nous n'avons pas à disposition les tests rapides, qui sont des tests polyvalents qu'on peut utiliser pour chaque patient qui arrive avec une maladie respiratoire aiguë. Et c'est donc une pathologie lourdement sous-estimée.
ce qui explique probablement l'absence de remboursement à ce jour, de la même façon que les tests rapides ne sont pas remboursés. Les conséquences sur les comorbidités existantes et le risque de survenue et d'aggravation de la dépendance devraient être des éléments pris en compte pour appuyer ces décisions. La grippe maintenant et ses conséquences. Alors vous pourrez être étonné que je commence par l'adulte pour ne parler qu'en deuxième lieu des très jeunes enfants. La grippe a été Le sévère premier. chez les adultes. Vous le voyez ici avec ce pic d'hospitalisation. Mais j'insiste sur les données de couverture qui ont été médiocres. Alors nos autorités sont contentes parce qu'on aurait augmenté de 3 points chez les 65 ans et plus. Mais si je vous montre ce qu'on a fait depuis les années 08-09 et pour toutes les saisons, on ne fait pas mieux, on ne fait pas moins bien, vous me direz, mais on est loin des 75% qui sont demandés. Pour une efficacité modérée sans aucun doute, tous âges confondus, elle est estimée à 30%, mais j'insiste sur le fait que si elle est faible chez les 65 ans et plus, vous voyez que chez les enfants jeunes, jusqu'à 17 ans, elle est 2 fois, voire 3 fois plus élevée, et c'est une constante d'année en année, et c'est une constante quel que soit le type. Donc, est-ce que c'est justifié ce désintérêt? Je considère non, car vous avez maintenant des vaccins plus efficaces qui vous apportent en termes d'efficacité vaccinale 15 à 25% de plus par rapport aux vaccins standards. Et ça, c'est absolument fondamental. Vous devez utiliser ces vaccins soit à haute dose, soit adjuvantés. Ils sont remboursés. Tout ça pour ça, me direz-vous, la grippe des adultes? Non, parce qu'en réalité, le vaccin sauve des vies, en particulier chez les 65 ans et plus, avec un degré de protection certain contre les hospitalisations, et c'est ça qu'il faut pousser auprès des patients pour qu'ils arrivent à se faire vacciner. Vous avez vu la corrélation temporelle avec les infections invasives à méningocoque, dont Pierre va vous parler, et c'est un bénéfice certain en valeur ajoutée pour les maladies non transmissibles. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui vous touche quotidiennement. Maladies cardiaques, c'est hautement recommandé par les sociétés de cardiologues et les autres maladies non transmissibles. Et puis toujours, pour moi, ce sujet qui est crucial, qui est la survenue ou la dépendance. Donc pour les enfants, les infections sont plus sévères qu'on ne le pense. Ils ont un rôle fondamental dans la transmission, en particulier les transmissions en âge scolaire. Ce qui vous explique la double recommandation actuelle qui est remboursée, 6 à 17 mois inclus avec facteur de risque ou 2 à 17 ans inclus qui peut être proposé. C'est la formulation du calendrier, ce que je trouve assez intéressant. Pour quelle couverture vaccinale? C'est à peine 14% chez les moins de 18 mois à risque de grippe sévère. Et pour ceux qui sont sans facteur de risque dans les dernières saisons, aucune donnée, ce qui veut dire quasiment rien. En revanche, si vous regardez le dernier bulletin, vous verrez que l'enfant occupe la première place, quelle que soit la saison, et que c'est donc une des raisons majeures pour à la fois sur les infections respiratoires basses, que vous voyez ici, ceci étant la dernière saison, et parmi les passages aux urgences pour grippe ou syndrome grippal, presque la moitié concernait les moins de 15 ans, ce que peut-être vous avez pu ignorer individuellement. Et pour les hospitalisations et grippes sévères, vous avez à nouveau le pic qui apparaît chez les enfants. Quant aux grippes sévères, vous voyez qu'elles sont variables d'une année à l'autre, mais si je vais aux données de réanimation, les enfants, et ça c'est vrai d'année en année, occupent de l'ordre de 9% des lits de soins intensifs pour les infections respiratoires, la grippe, donc ici. Et quand on regarde ceux qui sont vaccinés ou qui ne sont pas, dans cette population d'ensemble, la très grande majorité ne sont pas vaccinés. Quant aux décès en réanimation, un quart sont chez des sujets qui ont moins de 65 ans. Ma conclusion, c'est que vous ne ferez la preuve de la grippe qu'avec des tests rapides. C'est la seule solution pour arriver au lit du patient en consultation, à avoir le diagnostic et à être certain que c'est une grippe et que c'est une grippe simple qui n'a pas forcément besoin d'antibiotiques. On a besoin d'avoir un retour quasiment en temps réel pour vous aider par zone géographique à motiver les stratégies vaccinales tant qu'il en est encore temps. La vaccination des enfants à risque et bien portants est un élément essentiel de la stratégie globale. Et le dernier mot revient à la vaccination des femmes enceintes, qui à ce jour est relativement décevante dans ses pourcentages d'acceptation, qui sont de l'ordre de une femme sur cinq accepte d'être vaccinée. C'était un peu plus, presque une sur trois au moment de la pandémie.
Elles sont ensuite variables selon qu'il y a un enfant au moment de l'enquête ou un enfant qui a plus de 2 ans. Le milieu urbain est un peu mieux protégé que le milieu rural, mais ce qu'il faut retenir et qui est fondamental, c'est que quand la proposition est faite par le médecin ou la sage-femme, on a au moins un tiers des femmes qui acceptent, et quand la proposition est faite, 1 sur 2 va accepter. Donc mon message essentiel, c'est que l'objectif principal de la vaccination touche les personnes fragiles et bien entendu celles qui ont 65 ans et plus. L'objectif est de prévenir les formes graves et les décès, et ça, il faut le faire comprendre aux différents patients liés à l'infection grippale. Et chez les enfants, c'est vrai qu'un rôle essentiel revient à la transmission, quelque chose qu'on n'avait peut-être pas suffisamment développé. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, Catherine. C'était très intéressant. Vous avez bien mis à la fin, enfin en tout cas sur la grippe, puis après j'aurai une question sur le VRS et Willy interviendra. En fait, effectivement, on a l'impression que chez l'enfant ou l'ado jeune, la grippe, c'est pas grave. Vous avez quand même montré avec des courbes, c'était pas si neutre que ça. Et puis la prévention de la transmission et donc la circulation virale, ça renforce ce côté altruiste qu'on connaît de la vaccination. Mais là, c'était plutôt Emmanuel, bien vous vu. avez parfaitement raison. Il y a des données épidémiologiques qui montrent que le pic épidémique de la grippe chez les enfants d'âge scolaire arrive de l'ordre de 15 jours avant Ouais, celui des 65 ans et c'est plus, ça. ce qui est un élément complémentaire. On a peu d'études de transmission à l'intérieur d'une famille, c'est très difficile à réaliser. Mais j'ai vu une très belle étude néerlandaise sur le VRS de transmission intrafamiliale et je suis sûre que c'est reproductible pour la grippe. On arriverait à montrer également d'autres choses. Vous avez raison, la grippe est particulièrement sévère chez les enfants les plus jeunes, mais si vous retournez à la diapositive des soins intensifs, que j'ai simplifié pour le message, vous voyez que ça touche effectivement des enfants très jeunes, mais pas uniquement. Et puis C'est tout ça. le monde connaît les myosites qui sont hospitalisés après virus B de la grippe dans nos services de pédiatrie et les situations d'encéphalite aussi, qui heureusement ne sont pas nombreuses, mais qui sont le propre de la grippe. Alors moi j'avais une question sur la vaccination VRS de la femme enceinte. Alors peut-être Oui. que pour vous elle va vous paraître très triviale. Quid de la vaccination s'il y a une deuxième grossesse extrêmement rapprochée, vraiment très proche? Alors, J'imagine que c'est votre un question intérêt, est mais j'ai pas Si de plus de substrat que ça. la question se pose, les autorités françaises les ont réduites à 1 fois 1 dose chez la femme enceinte, et s'il y a un deuxième enfant très proche, il aura du nirsevimab ou bientôt peut-être le clestrovimab. Ça, c'est clair en France. L'Australie a décidé que les femmes enceintes, premièrement, pouvaient recevoir le vaccin entre 28 et 36 semaines, comme font les Anglais, alors que les Américains sont restés également en 32-36. Deuxièmement, ils ont accordé la vaccination pour différentes grossesses successives en D'accord. disant on n'a pas de données formelles, certes, mais si on se repose sur l'expérience dont on dispose pour les autres situations de femmes enceintes et les autres vaccinations, on admet qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Ok. Donc, vous voyez que là, les situations, comme d'habitude, varient d'un pays à l'autre pour des motifs un petit peu différents. Vous savez que nous sommes plutôt un pays sécuritaire. Cette année Mm. encore, je pense qu'on reste à 32-36, mais si les données s'accumulent pour montrer que, un, on n'a pas de risque de prématurité en descendant jusqu'à 28, et que, deux, le bénéfice devient équivalent aux autres démarches, je pense qu'on arrivera à descendre. Mais comme toujours en France, on fait les façons de façon progressive. Ok. Merci Catherine. Je crois que Willy avait une question. Oui, Oui, question peut-être naïve non, jamais. pour les sages-femmes qui nous écoutent peut-être. Est-ce qu'en libéral, elles peuvent pour le VRS administrer que ce soit la vaccination ou les anticorps? Est-ce que c'était le cas sur la diapo pour les sages-femmes à Ah, mais l'hôpital? oui, alors, ce que je n'ai pas dit, et ça compte aussi, le vaccin maternel entre en jeu, comme les autres vaccins maternels, dans le forfait maternité, ce qui est une chose. Donc, faire à la maternité est l'assurance pour l'anticorps monoclonal d'être pris en charge. Quand on arrive en ville, il y a des coûts, un pour l'administration, deux pour la prise en charge.
qui est à l'heure actuelle assurée en partie par la sécurité sociale, mais aussi complétée par les mutuelles. Donc, au jour d'aujourd'hui, en prix façade pour les familles, il n'y a pas de souci. À ma connaissance, et je parle sous l'aval de Pierre peut-être, je pense que les sages-femmes en ville peuvent administrer le nirsevimab. Mais Pierre, je te pose la question, les infirmières peuvent le faire. Je ne vois pas pourquoi les sages-femmes qui ont une formation complémentaire ne pourraient pas. Alors, jusqu'à maintenant, les sages-femmes et les infirmières d'ailleurs ne pouvaient pas le faire parce que c'était considéré comme un produit anticorps et pas un vaccin. Cette année, dans le calendrier vaccinal 2026, le chapitre anticorps monoclonaux a été inclus dans le chapitre vaccination pour ouvrir à l'appel des sages-femmes l'accès à l'anticorps pour les très jeunes nourrissons. Donc les sages-femmes maintenant peuvent le faire, un des deux, que ce soit l'Enflonsia ou le Beyfortus, peut être administré par les sages-femmes parce qu'il a été inclus dans le chapitre, même si ce n'est pas un vrai vaccin. Voilà. Eh ben, merci de cette précision. Merci beaucoup, Catherine. C'était très clair, Mais très avec grand intéressant. plaisir. J'ai Euh, éventuellement juste une ah, précision pardon, oui, concernant, désolé. pardon, à apporter concernant les tests en ville, qui donc effectivement sont un gros débat à la fois financier, à la fois en termes de diagnostic populationnel. À ma connaissance, il y a une étude qui démarre en médecine générale sur l'intérêt des tests triplex, justement sur le Ouais, diagnostic et derrière l'impact que ça peut avoir en termes d'épargne antibiotique, ouais. ce qui permettra, on espère, de répondre à cette question et peut-être derrière aussi Bon. à un Et remboursement de ces vous tests. voyez bien que je pense que si on est dans le siècle des virus et on va trouver des moyens pour lutter contre les virus. On en a. Je pourrais presque penser qu'en matière de VRS, c'est encore sous-estimé comme pathologie, mais chez l'adulte particulièrement. Et ne pas avoir de test rapide, ça me fait penser à la philosophie du petit singe, qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne parle pas, moyennant quoi il vit dans son coin sans souci. Voilà, vous avez le fond de ma pensée. Eh bien, merci, Willy. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, peut-être juste pour clarifier le message sur la vaccination antigrippale pour les enfants. Donc peut-être le conseil à donner, ce serait déjà de s'y mettre pour les 2 à 17 ans, si j'entends bien. Je veux dire que quand je vois la motivation relative, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'adulte et la femme enceinte, la motivation est quand même très relative à l'heure actuelle pour vacciner contre la grippe, des recommandations qui remontent à des décennies. Donc maintenant, on parle de vacciner l'enfant et vous voyez les taux de couverture. Mais les seuls pays qui arrivent avec une démarche très positive, c'est l'Espagne. Et j'étais dans une réunion où il nous a été montré 50% minimum de couverture vaccinale dans les régions qui ont accepté la vaccination contre la grippe, et ça en l'espace d'un an. Maintenant, je vais être un peu brutal, on en veut ou on n'en veut pas. Si on met 5 ans à augmenter notre couverture, on n'aura aucun résultat. Voilà. Donc, ou bien on est convaincu que la grippe de l'enfant représente une pathologie sérieuse pour eux potentielle, un risque pour les infections à méningo, un risque complémentaire d'autres pathologies de prescription d'antibiotiques. Si on accepte d'en faire la preuve, il faut aller très vite et se donner les moyens d'avoir un taux de couverture minimum de 50%. Si je peux me permettre de faire mon syndicaliste, le problème réel vient aussi des autorités de santé. Ah non, mais je ne veux pas parler des autorités de santé ici, c'était en filigrane de ce que je disais. Oui, oui, mais c'est le Hein. vaccin grippal non injectable en spray nasal qu'on n'arrive pas à obtenir à cause de différentes attitudes des commissions et qui nous faciliterait la vie. Et on sait la preuve que ça a fait, que ce soit au Royaume-Uni, en Espagne ou dans tous les pays européens, l'utilisation de ce vaccin facile, même si un peu plus cher, qui donnerait des résultats énormes. Enfin, qui donnerait des résultats intéressants, en tout cas, et avec une seule dose. Ok. Donc oui, si vous voulez, une fois de plus, on est entre la chèvre et le chou. Hein. Je vous dis, la formulation utilisée dans le calendrier vaccinal
2026 dit bien ce qu'elle veut dire. C'est pour ça que je l'ai mise entre guillemets, parce qu'on sent bien les réticences actuelles et euh, Pierre a absolument raison. L'argument principal, c'est l'argent. Voilà. Et c'est toujours la vision à court terme où on voit le prix, on ne voit pas les bénéfices ultérieurs. Mais ça, c'est vrai en Pour des prévention raisons dans, que je ne détaillerai pas. c'est vrai en prévention dans beaucoup de domaines. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Catherine. Non, c'est Et moi je qui vous vais remercie. donner la parole à Pierre, qui va nous sortir un petit peu de la sphère respiratoire pour évoquer le méningo. Alors, on va parler des infections invasives à méningocoque. Et ces infections invasives, la porte d'entrée est respiratoire. C'est une colonisation-infection, en sachant que le méningocoque est un germe exclusivement humain. De là, chez certaines personnes, on va arriver à une bactériémie, puis évoluer. Je ne vais pas tarder sur tous ces tableaux que nous connaissons en théorie, que nous ne voyons pas souvent dans nos cabinets, heureusement, mais il suffit d'en voir une fois pour être traumatisé quand on n'est pas satisfait de ce qui s'est passé dans la suite. Donc, le purpura fulminans et les méningites, qui sont deux pathologies différentes. Il existe aussi des formes respiratoires abdominales, articulaires, osseuses, même des épiglottites, des ventriculites et des péricardites à méningocoque. Alors, pour parler au niveau du diagnostic et de la prise en charge, c'est une maladie imprévisible, diagnostic très difficile. Les premiers symptômes sont très atypiques. Le problème, c'est que l'évolution est très rapide et on passe de symptômes non spécifiques comme de la fièvre et de l'irritabilité, comme chez chaque enfant quand il n'est pas bien, à 1 heures. Et en plus, on sait que c'est une pathologie à mortalité et morbidité très importante. Voilà. Donc, les premiers symptômes non spécifiques sont l'heure 0 et l'heure 8. On peut les citer tous, n'importe quelle maladie fébrile. Après, entre 9 et 15 heures commence la photophobie, le syndrome méningé, l'extrémité froide, les peurs fulminances. C'est ce qu'on nous apprend à diagnostiquer, mais c'est presque trop tard. Il y a un tableau qui est important chez l'adolescent, qui est récurrent dans les descriptions, c'est les douleurs musculaires des membres inférieurs. Ça, il faut y penser. Mais surtout, dans cette évolution, 16 à 24 heures, l'évolution vers des complications. Et on sait que l'admission à l'hôpital, dans toutes les statistiques, c'est un temps médian de 19 heures, ce qui est trop long. Mais de là à ne pas hospitaliser tout le monde, c'est un autre problème. Heureusement, maladie pas fréquente. Les gravités et les pronostics sont liés aux formes qu'on voit. Un purpura fulminans est toujours plus grave et ça ne représente que 16% des infections invasives. La mortalité dans les cas de purpura fulminans est beaucoup plus importante et le décès en général des infections invasives à méningocoque est autour de 10-11%. Et ça dépend aussi de la souche, parce que si le purpura fulminans donne une létalité de 18% par rapport aux 10% de moyenne, l'infection à méningo W a une mortalité de 16 à 20%. Le sérogroupe B est réputé le plus fréquent et le W le plus mortel. On va avancer. Et là, il y a une liste terrible de toutes les séquelles, qu'elles soient systémiques, orthopédiques, immédiates. Les amputations de membres, c'est ce qu'on nous montre beaucoup à la télé, mais tous les autres dégâts qu'il y a dus à la vascularite et au tableau, mais aussi les séquelles à distance. On sait qu'environ un quart des enfants survivants, donc je dis bien survivants, on a déjà perdu 10% des enfants malades d'une infection invasive, donc un quart vont avoir des séquelles à distance entre les pertes auditives, les troubles épileptiques, mais surtout n'oublions pas à distance, quand on a arrêté de les suivre dans les services spécialisés, pour le suivi en ville, les déficits d'apprentissage, les cognitifs, les déficits neurodéveloppementaux, neuropsychiatriques, etc., sont persistants et ces déficits retentissent sur toute la famille.
J'aime beaucoup cette diapo parce que je reprends un peu la thématique que mes amis viennent de décrire. Regardez que le portage et la transmission au niveau du méningocoque, c'est la première ligne ici. Ça vient des adolescents qui sont les porteurs et les transmetteurs dans les deux sens. Alors que pour le pneumocoque, on sait que la transmission se fait des très jeunes enfants vers les personnes âgées. Et pour la grippe et l'hémophilus aussi, c'est ces jeunes enfants eux-mêmes qui transmettent aux personnes âgées. D'où l'intérêt de cet ensemble de recommandations de vaccination des jeunes enfants en préventif pneumocoque, grippe, hémophilus aussi. Et le méningocoque, c'est la vaccination des cibles dangereuses, donc les jeunes enfants, et des adolescents qui sont les porteurs transmetteurs. Mais aussi un élément important, pourquoi cette transmission et ce portage, c'est le comportement des adolescents. On sait que le tabagisme et les baisers, le tabagisme seul, les baisers sans tabagisme sont des facteurs. En fait, c'est les interactions sociales de l'adolescence qui expliquent ce portage généralisé et cette transmission. Je ne vais pas parler de l'adolescent qui va remercier ses grands-parents pour l'aide économique efficace et leur transmettre un méningocoque. Une chose importante à savoir pour notre pratique, l'antibioprophylaxie autour d'un cas, c'est à base de rifampicine, je ne vais pas m'étaler, vous aurez des instructions de votre ARS préféré sur la matière et la vaccination de l'entourage, surtout pour le méningo-ACWY. Pour le MenB, il y a une restriction, il faut la survenue de 2 cas dans un intervalle inférieur ou égal à 4 semaines et un feu vert de la commission nommée par l'ARS de façon régionale. Euh, Professeur Emmanuel Piednoir a eu une expérience longue en la matière, probablement, sur la Normandie et aussi en Picardie quand ça s'est éteint. Je n'expliquerai pas toute cette répartition, mais le méningo s'étend sur l'ensemble du globe, mais avec des souches différentes. Vous voyez ici, les, les bâtonnets représentent les atteintes par 100 000 habitants, et vous voyez que c'est l'âge le plus jeune qui est concerné, et l'adolescent et l'adulte jeune, mais aussi l'atteinte du quatrième âge de façon remarquable, mais aussi du troisième âge. C'est les âges les plus atteints, mais le portage qui est représenté ici est maximum à cette phase intermédiaire avec une transmission dans les deux sens. Les pics tels qu'ils ont été présentés aux différentes saisons, on voit qu'on a eu une augmentation très importante des infections à méningocoque, alors que quand on a posé la question au début, c'était la période où il y avait une baisse, et cette baisse s'est confirmée à la période Covid, mais c'est dû, maintenant c'est démontré, au concept de dette immunitaire. Et depuis, on a une augmentation très importante des cas d'infection invasive à méningocoque. Et comme l'a dit Catherine, ce qui sous-tendait ces épidémies, c'était les épidémies virales. Vous voyez qu'elles étaient très basses ici, puis elles sont remises à augmenter, et en même temps, l'augmentation. D'ailleurs, j'adore cette expression, ce sont les virus qui condamnent et les bactéries qui exécutent. On l'a attribué à l'équipe pastorienne au début du XXe siècle. En cherchant sur ChatGPT, il me dit clairement, les médecins adorent cette expression, elle est vraie, mais on ne sait pas qui l'a vraiment dite. Euh, la baisse de l'immunité collective par baisse des circulations et portage a probablement contribué à cette remontée. Ça, c'est la globale. Et puis après, les souches B, W et Y qui sont les plus importants. Je voudrais signaler aussi en gris en bas les méningocoques de type C
qui, grâce à la vaccination qui a été instaurée tardivement en France, a pu quasiment disparaître chez l'enfant. Les quelques cas qui restent d'infection méningocoque C ne concernent que les personnes âgées. Donc, post-Covid, on a eu un rebond, je ne m'étale pas dessus, et la vaccination est justifiée. Alors, je voudrais montrer ici ce tableau par classe d'âge. Vous voyez qu'en dessous d'un an, il y a 60 cas sur l'année, donc pratiquement 10%, mais on parle que d'une année de vie. Sur les 3 ans suivants, il y a quand même encore 5%, et sur les 9 ans suivants, on revient à 10%, mais 10% est allé sur 9 ans de population. On remonte au niveau des adultes jeunes et des adolescents. Il y a beaucoup de cas ici, mais ça représente quand même les 19 ans suivants du troisième âge et le quatrième âge par rapport à la population. On a un nombre important d'infections et surtout une mortalité importante dans cette tranche d'âge. Les 144 ici, je le disais, représentent quand même 35 ans de vie. Donc c'est beaucoup. Et quand on cherche les sérogroupes, le bleu, c'est le sérogroupe B. Donc on voit que dans les âges initiaux, il est très important. Puis après, on va passer au sérogroupe W et au sérogroupe Y qui va augmenter. Et vous voyez que le C a quasiment disparu chez les jeunes et il reste à peine quelques cas anecdotiques. Je ne vais pas parler des clones particulièrement, mais on voit que pour le Y, encore une fois, c'est par souche. Donc les Y avec l'augmentation, surtout l'augmentation chez les 65 ans et plus, et puis une légère diminution qu'on peut peut-être attribuer à un début de vaccination, mais pas suffisant. En tout cas, nous n'avons pas les chiffres de 2026, mais en discutant avec les centres nationaux de référence, apparemment 2026 commence à montrer une petite baisse. La même chose pour le W. Là, le W était élevé en 2025, il baisse un peu chez les jeunes enfants. Puis on a une remontée quand même, mais pas aussi importante que les années précédentes du W. Et on voit que méningocoque B, c'est encore une fois la même chose, avec depuis l'instauration de la vaccination chez les tout jeunes, une baisse de ces cas chez les tout jeunes enfants. Donc, tout à fait justifié. Et on parle aussi des groupes à risque d'infection à méningocoque. Ces groupes à risque, c'est les asplénies, on le sait. Le déficit d'infraction terminale du complément, on n'en a pas beaucoup dans notre patientèle, mais ça existe. Les patients HIV et les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes sont un groupe particulièrement à risque et justifient cette vaccination. Donc, les facteurs de risque liés à l'âge, mais aussi, surtout, les facteurs de risque accrus des personnes âgées, en sachant que les vrais facteurs de risque sont les regroupements, qu'ils soient religieux. On a vu que les regroupements musulmans du Hajj et de la Oumra ont fait l'obligation vaccinale en Arabie Saoudite, mais aussi les regroupements de groupes religieux en France aussi, les grands rassemblements de masse comme les Jeux olympiques, les jamborees de scouts, et les conditions de vie en collectivité où il y a trop d'interactions. On se rappelle que dans notre jeunesse, il y avait surtout les cas de méningo dans les casernes et maintenant dans les étudiants universitaires, ce qui justifie les recommandations particulières des Américains. Pour donner un exemple anecdotique, il a été proposé de faire une étude de portage en septembre à l'entrée des universités anglaises. Cette étude a complètement échoué parce que les interactions sociales, entre guillemets, étaient trop importantes et ça a fait échouer l'étude de portage simple de méningocoque. Donc, les voyages aussi qui sont de plus en plus importants dans des zones où les méningos sont épidémiques ou endémiques, et les professionnels de santé travaillant sur Neisseria meningitidis. J'insiste, le professionnel de santé tout venant n'est pas à très haut risque, même s'il s'occupe de patients porteurs.
La seule chose que maintenant, avec les nouvelles recommandations vaccinales, je pense que tous nos étudiants de santé vont être vaccinés. Mais la comorbidité est seulement identifiée chez 16% des enfants à risque d'infection invasive à méningocoque. Les autres sont sans comorbidité. Donc, il faut savoir que même une personne normale. Alors, juste pour vous signaler que c'est le polysaccharide capsulaire qui est le premier candidat utilisé pour servir d'antigène. Je ne vais pas m'étaler dessus. Et je reprends ce que vous a décrit Cécile, la différence entre les vaccins polysaccharidiques et conjugués. L'immunogénicité des polysaccharides est bonne, mais elle est à durée limitée. Elle a une efficacité sur le temps très limitée aussi. Et surtout, pas d'immunité de groupe. Et il faut savoir que le fait de répéter ces vaccins, comme pour le pneumocoque 23 ou les méningocoques polysaccharidiques, donne une moins bonne réponse progressivement. Donc ça, c'est important à savoir. Il ne faut pas répéter ces vaccins. Donc on ne les utilise plus. Maintenant, ils ont tous été retirés. D'ailleurs, ce sera bientôt le cas pour le vaccin pneumocoque. Les vaccins conjugués ont pour eux une immunogénicité élevée, des quantités d'anticorps, une action sur le portage et une action prouvée sur la transmission. Par contre, pour le méningo B, malheureusement, on n'a pas réussi à faire des vaccins polysaccharidiques conjugués. Ils étaient faiblement immunogènes et surtout, il y avait un risque de croisement de ces antigènes avec les membranes cellulaires neurologiques humaines, ce qui fait que pour les créer, on a mis 40 ans et on est arrivé à créer des vaccins à base de protéines créées par vaccination inverse. Et là, donc en créant ces antigènes protéiques non capsulaires, on a pu créer les vaccins méningocoque B. Il y en a deux genres, un quadrivalent qui comprend trois protéines NHBA, NADA et FHBP, et les vésicules membranaires externes, Outer Membrane Vesicles, c'est les vésicules qu'on a utilisées pour créer les vaccins spécifiques de Normandie avant l'existence des nouveaux vaccins méningo B. Et puis l'autre vaccin méningo B qui est réservé pour le moment chez l'adolescent, donc le Bexsero pour le quadrivalent et le Trumenba pour le bivalent, c'est juste deux souches de FHBP différentes qui sont utilisées. Depuis le 1er janvier 2025, il y a une obligation élargie pour les nourrissons. On est passé du vaccin C au vaccin ACYW à 6 mois et un rappel à 12 mois. On va rentrer en détail dans tout ça. Pour le vaccin B, la recommandation officielle est à 3-5 mois, mais sachez qu'on peut commencer à 2 mois avec ces vaccins comme font les Anglais, et un rappel à 12 mois. Là, il y a 2 doses à 3 et 5 mois et un rappel à 12 mois. Pour le moment, il est établi un rattrapage transitoire. Transitoire pourquoi? Parce que dans très peu d'années, tout le monde sera vacciné puisqu'il y a obligation vaccinale. Donc transitoire pour les enfants, pour les deux vaccins méningo, B et ACYW, de 2 à 4 ans révolus. Ça veut dire 5 ans moins un jour. Et il faut savoir que cette obligation est étendue maintenant à tous les enfants qui sont nés après le 1er janvier 2023. Et le rattrapage pour ces enfants non vaccinés est obligatoire aussi avant l'accès en collectivité. Je reviendrai dessus aussi, c'est les décisions validées au niveau de l'HAS. Pour les adolescents, on recommande la vaccination à CYW entre 11 et 14 ans, un rattrapage possible entre 15 et 24 ans, et maintenant, il y a une proposition gratuite de vaccination scolaire en classe de 5e associée à l'HPV. Donc HPV et ACYW peuvent être délivrés à l'école sous réserve d'accord des parents. Cette diapo, je ne sais pas si vous la voyez bien, résume tout ça. Avant 12 mois, une dose à 6 mois de Nimenrix, c'est le seul agréé. À 12 mois, vous avez le choix entre le Nimenrix et le Menquatfi,
ils sont interchangeables. Après un an, une seule dose suffit. On n'a plus besoin de refaire de dose et c'est le Nimenrix ou le Menquadphy. Pour le B, c'est les 2 doses de primo-vaccination et un rappel à un an. Et après un an, 2 doses espacées de 2 mois et un rappel 8 à 12 mois après la deuxième dose. Jusqu'au 5e anniversaire, donc 5 ans moins un jour, on fait un rattrapage et le remboursement est acquis maintenant. Ça, c'est au moment où on avait fait la diapo, c'était en cours de discussion. Maintenant, le remboursement est acquis. Et jusqu'à 5 ans, 2 doses espacées d'au moins un mois. On sait que plus on espace ces doses, plus on est efficace. Donc, faut mettre 2 à 6 mois, c'est mieux qu'un mois. De 5 à 10 ans révolus, la vaccination est possible, mais le vaccin n'est pas du tout remboursé. Vous pouvez avoir un rejet de la caisse et en fait, ils font payer le médecin pour avoir prescrit ce vaccin. Donc, il faut expliquer aux parents s'ils veulent à tout prix qu'il faut qu'ils payent eux-mêmes le vaccin s'ils veulent à ces âges-là. Et ceci est justifié par l'épidémiologie qu'on a vu plus tôt. Ce n'est pas une période à très haut risque. Ça existe, mais c'est pas très haut risque. Puis de nouveau, on a une recommandation de 11 à 14 ans, un des 3 vaccins, Nimenrix, Menquadphy ou Menveo, qui sont disponibles en France, ACYW, et de 15 à 24 ans, c'est aussi une seule dose d'un des 3 vaccins, c'est le rattrapage. 24 ans, là, c'est 24 ans révolus, donc c'est 25 ans moins un jour. Pour le méningo B, on est toujours dans une phase sans remboursement jusqu'à 15 ans, toujours pour les raisons épidémiologiques. Puis après, de 15 à 24 ans, on peut faire 2 doses espacées d'au moins un mois, mais mieux de 6 mois, que ce soit du Bexsero ou Trumenba, sachant que pour le Trumenba, c'est particulier, si vous faites qu'un seul mois d'espacement, il faut une troisième dose. Donc, il y a raison de plus d'attendre 6 mois et de faire que 2 doses. Pour tout le monde, c'est mieux. La seule chose importante à souligner, c'est que ce rattrapage est maintenant acté et remboursé, que ce soit pour l'SYW ou le MNB, pour les adultes de 15 à 24 ans. Donc, au total, vaccination tétravalente obligatoire pour tous les nourrissons et un rattrapage obligatoire de 2 à 4 ans révolus pour tous ceux qui sont nés après le 1er janvier 2023. Même si la loi s'est sortie en 2025, elle inclut tous ces enfants-là. La recommandation chez l'adolescent de 11 à 14 ans, une dose indépendante et un rattrapage entre 15 et 24 ans. Pour le méningo B, c'est la même chose. C'est une vaccination obligatoire pour tous ces enfants nés entre le 1er janvier 2023 et maintenant. Et la recommandation chez l'adolescent à partir de 15 ans. Ça dit la même chose, mais avec des textes officiels. Et là, je donne les références des textes, donc je ne m'étale pas dessus. Cette recrudescence et cette augmentation des cas d'infection invasive à méningocoque, c'est ce qui a justifié toutes ces recommandations. Et l'année 2025 a été marquée par un pic élevé en janvier et février, avec le pic de grippe qu'on a décrit. Donc voilà, l'obligation pour tous les enfants nés après le 1er janvier 2023 et le rattrapage chez les adolescents et jeunes adultes. Il faut savoir, un des problèmes, j'ai oublié de vous le dire, pour le méningocoque B, pourquoi on l'a poussé aussi à 15 ans? Parce qu'il y a des cas d'infection invasive un peu moins à 13-14 ans. Mais le problème, c'est la durée d'efficacité. Elle est décrite entre 3 et 5 ans maintenant selon les études. Donc, on essaye de pousser le plus possible le vaccin pour couvrir la meilleure période possible, sachant que c'est un vaccin qui n'a pas d'effet sur le portage, qui a un bénéfice individuel uniquement, et donc tout ceci a justifié l'arrangement de remboursement entre 15 et 24 ans. Alors, juste un petit rappel, Robert a fait une très belle diapo sur les vaccinations des adolescents dans vos cabinets.
Ils font des manifestations vasovagales liées à différents troubles. Le risque est maximal à l'adolescence, surtout chez les filles. C'est parce que nous sommes des sauvages. Dans le programme de vaccination scolaire, si le produit injecté est douloureux, la réaction de stress liée à la vaccination, il faut prévenir ces risques, bien expliquer, etc. Vacciner dans des bonnes conditions, peut-être le patient toujours allongé, y aller doucement, connaissance des symptômes et de la prise en charge. Il n'y a pas besoin de rappeler l'accident qu'il y a eu à Nantes avec l'enfant qui est décédé suite à sa vaccination. Ouais, merci beaucoup Pierre. Merci. Effectivement, il est 15 heures, mais on va quand même prendre le temps pour une question. L'ouverture de la vaccination chez la personne âgée, parce que vous avez très bien montré. Alors c'est vrai qu'on sort de l'objectif aujourd'hui qui était l'enfant, mais néanmoins, on trouverait ça intéressant d'ouvrir juste quelle est votre position sur Alors, Merci la sur le position, Emmanuel. c'est sujet. que c'est certainement intéressant puisque on voit qui ne sont pas encore vaccinés, puisque ça n'existait pas de leur temps, qui sont cibles de beaucoup d'atteintes de méningocoque, et que chez eux, c'est là où il y a le plus grand pourcentage de décès. Ouais. La discussion est ouverte actuellement au niveau de l'HAS sur l'opportunité de vacciner les personnes âgées, sachant que c'est un problème mondial et que la considération, j'ai pas le temps de tout détailler, mais il y a des révisions permanentes de ces schémas vaccinaux et on voit que les Allemands et les Anglais commencent à abandonner l'idée de vaccination ACYW chez les tout jeunes en ciblant sur les adolescents, en disant les adolescents transmettent à la personne âgée, les adolescents transmettent aux tout jeunes enfants. Donc si on les vaccine bien et comme on a action sur le portage, là, on arrivera peut-être à contrôler ce risque chez les personnes Là, âgées. est-ce que je peux prendre la parole? Oui, vas-y, J'ai un ou plusieurs volontiers. groupes de travail sur la vaccination des adultes et en particulier vis-à-vis des méningocoques. Premièrement, 50% des cas d'infection invasive à méningocoque sont maintenant chez les 50 ans et plus. Deuxièmement, c'est essentiellement W et Y, avec, comme tu l'as dit Pierre, un taux de mortalité élevé, voire des séquelles. Donc une fois de plus, les menaces de dépendance, et je crois que finalement on bousille le troisième et quatrième âge avec une maladie infectieuse quand on entre dans la dépendance. Ensuite, les Anglais qui pratiquent la vaccination de l'adolescent depuis 2014-2015, à ma connaissance, n'ont pas montré de résultats spectaculaires chez les adultes. Ils montrent une tendance, mais rien de franchement efficace. Donc, laisser de côté tous ces adultes, comme tu l'as dit, qui ont des facteurs de risque et qui mériteraient déjà d'être vaccinés à CWY, ça c'est la première préoccupation parce que ce sont des maladies extrêmement sévères et je ne vois pas pourquoi on aggraverait leur maladie initiale si on ne les protège pas. Deuxièmement, je pense que personne n'ira à vacciner à 65 ans et plus, mais que la barre pourrait être à, allez, 75, 80. Je couplerais bien le VRS et la dose de méningo, et c'est une dose unique. C'est vrai qu'on ne dispose pas avec les vaccins ACWY de données probablement suffisantes d'immunogénicité et de durée de protection, alors qu'on les a chez les sujets plus jeunes et qu'on peut admettre quand même une dizaine d'années de protection, ce qui explique les stratégies vaccinales. Donc oui, je suis très en faveur d'une vaccination des adultes et que on réfléchisse plus, premièrement, à adopter le calendrier vaccinal tel qu'il est, deuxièmement, à le compléter. Et donc, c'est une action au quotidien. Et je dirais qu'une fois de plus, en tant que pédiatre, et Pierre, je pense que tu valideras sans problème, quand un médecin vaccine un enfant, pourquoi ne pas demander aux parents, et vous, vous en êtes où de vos rappels? Et si l'enfant va chez ses grands-parents, ça serait quand même bien de les protéger aussi. Voilà, c'est pas très compliqué. C'est pour introduire cette notion qu'à différentes périodes de sa vie, on a besoin d'avoir une immunité un peu stimulée. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Il est 15h06, on est à l'heure. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je pense que Willy et Sonia se joindront à moi pour remercier les trois orateurs. C'était évidemment très intéressant. Et donc, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi.
Merci à vous aussi. Merci, Merci merci beaucoup. à vous tous. Merci à tout le monde. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.